Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Delecroix du syndicat du chanvre. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. On va Bonjour. parler de chanvre aujourd'hui, donc j'ai mis ce que j'ai trouvé dans ma garde-robe de plus rasta. On va parler de chanvre, donc de weed, de ganja. Attention, c'est parti. Il faut légaliser la ganja, éliminer tous les vendeurs, de meca. Ah non, je t'arrête tout de suite là. Non, sérieux, c'est pas vraiment le thème aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il a? On C'est quoi le va problème? pas parler légalisation, on va parler chanvre, on va pas parler cannabis. C'est deux choses un petit peu différentes. Je vais t'expliquer. Ok, ouais, désolé, ouais, Non, il n'y a pas de souci. ça va être intéressant Non. quand même. Hein. Ouais, alors, écoute, je vais essayer. En tout cas, le chanvre, c'est très prometteur pour tous les sujets qui nous concernent. C'est ce que je vais essayer de démontrer. Alors, effectivement, la distinction entre chanvre et cannabis, elle est assez simple. C'est la même espèce. C'est pour ça que la confusion est souvent entretenue, mais ce n'est pas les mêmes variétés. Les variétés de chanvre, c'est des variétés qu'on a toujours connues chez nous. Les Gaulois cultivaient déjà du chanvre il y a 2000 ans et ils en utilisaient même pour conserver leur vin. Ils utilisaient les feuilles et fleurs de chanvre pour conserver leur vin. Donc, il n'y a pas plus… et pour autant, il n'y avait pas d'effet psychotrope. Donc, les Gaulois, entre guillemets, ils pouvaient peut-être être détendus, mais ils n'étaient pas défoncés. Pour faire assez caricatural. Et les variétés dites de cannabis récréatif, c'est des variétés qui contiennent du THC et qui poussent sous des climats très ensoleillés, très secs. Et c'est comme la plante, effectivement, s'est développée sur tout le globe, elle s'est aussi adaptée aux différents climats et elle ne sécrète pas les mêmes principes actifs. Voilà un petit peu. Donc, le THC, principe actif du coup psychotrope et donc qui va donner cette ivresse cannabique, le CBD qui est présent du coup dans les plantes, dans les variétés de chanvre des climats tempérés, donne de la relaxation, mais pas d'ivresse cannabique. C'est pour ça que le cannabis récréatif tel qu'on l'a connu en France, on ne l'a connu que lorsque Napoléon est revenu des campagnes d'Égypte, où les soldats ont connu là-bas le hashish. Napoléon a tout fait pour effectivement dissuader les soldats d'en consommer, parce qu'ils étaient un petit peu moins actifs, on va dire. Et nous, pour autant, le chanvre, on le connaissait déjà depuis, comme je disais, 2000 ans en France, et on n'avait jamais fait ce rapprochement avec le côté ivresse. D'accord. Oui, d'accord. Donc, dans ce cas, repartons sur de meilleures bases. Ce que je propose, c'est de reprendre à zéro, que tu te présentes, ainsi que l'activité du syndicat du chanvre. Quelles sont les applications économiques, industrielles du chanvre? Concrètement, à quoi ça sert? À beaucoup de choses, on va le voir. Quels sont ses avantages écologiques? Hein, c'est une plante qui présente un certain nombre d'avantages en termes de services rendus aux écosystèmes et qui a besoin d'assez peu d'intrants agricoles et peu de produits phytosanitaires pour être cultivés. Et puis, enfin, ce qui va quand même occuper une bonne partie de l'heure qu'on a ensemble, le développement de la filière chanvre en France. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer et en tirer les bénéfices en termes d'emploi, en termes d'application, en termes de souveraineté économique aussi, parce que ça permet de produire en France des choses qu'on importe d'ailleurs. Donc, ce sont tous les points qu'on va aborder. Peut-être pour commencer, ou plutôt recommencer de zéro, si tu veux te présenter, Aurélien, et aussi dire ce qu'est le syndicat du chanvre. Ok. Alors, je me prête volontiers à l'exercice. Donc, je suis Aurélien Delecroix, je suis entrepreneur. Donc, j'ai monté Greenleaf Company en 2017. Et donc, on a une société qui distribue, qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des produits à base de chanvre alimentaire, donc notamment de graines de chanvre, puisque la graine de chanvre est un super aliment riche en protéines végétales, donc intéressant pour la transition vers la protéine végétale. Qui a aussi un taux très intéressant de minéraux, de vitamines, voilà, tout ce qui en fait un super aliment. J'ai un parcours professionnel un peu atypique, puisque j'ai démarré comme entraîneur sportif, puis éducateur spécialisé. J'ai monté une première société dans l'automobile. Et c'était assez éloigné de ce que je voulais, des valeurs que je comptais défendre. Et en ayant des enfants, je me suis un peu remis en cause par rapport à ça. Et j'ai essayé de monter une société qui ressemble plus à mes aspirations, voilà, qui soit plus en adéquation avec mes aspirations.
Donc voilà, Greenleaf Company a vu le jour en 2017. On a commencé à commercialiser des produits en réseau de distribution spécialisé bio. Voilà, et puis ça commence à bien marcher. On avait un petit peu de retard sur la tendance chanvre en France, mais le retard, on est en train de le rattraper. Le grand public est en train de comprendre en quoi cette plante est intéressante en tant que produit de grande consommation et on s'en félicite. Donc voilà pour la partie perso. Et sur le syndicat professionnel du chanvre, on l'a également monté en 2018 avec un certain nombre d'acteurs qui souhaitaient se focaliser sur la partie CBD. Donc qu'est-ce que le CBD? J'ai commencé à en parler rapidement. C'est une molécule qui est présente dans la plante de chanvre, plus précisément en grande quantité dans la feuille, dans la fleur de chanvre, et qui permet de trouver de l'apaisement, de la détente, qui peut être intéressante pour les sportifs notamment. C'est comme ça que je l'ai découvert, pour la récupération sportive. Et qu'on retrouve dans tout un tas de produits différents, que ce soit des cosmétiques, des liquides, de la food, des compléments alimentaires. Donc voilà, avec un large panel effectivement de produits à destination du grand public. C'est un produit, ça se retrouve dans des produits de grande consommation. D'accord, très bien. Et, Vas-y, continue. Et l'idée du syndicat, c'était effectivement, comme on avait une réglementation un petit peu problématique en France autour de la commercialisation de ces produits à base de CBD, l'idée, c'était d'accompagner un petit peu les autorités, de les informer, de leur faire comprendre quels étaient les enjeux pour nous, et de faire en sorte, effectivement, d'arriver à réglementer de manière tout à fait correcte ce nouveau marché. Sachant qu'effectivement, le droit français n'était pas en conformité par rapport au droit européen, puisque en Europe, les produits à base de CBD sont légaux et ne posent pas de problème. Et il n'y avait qu'en France qu'on avait cette impossibilité de développer cette filière. D'accord, je comprends. Vous êtes combien au syndicat, enfin de l'équipe Alors maintenant, on est une centaine de membres et on représente toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a à la fois des agriculteurs, des cultivateurs, on a à la fois des commerçants, donc des gérants de boutiques, on a à la fois des fabricants de produits, donc des fabricants de cosmétiques, de compléments alimentaires, de e-liquides, et puis des entreprises de l'agroalimentaire comme nous. Et on a aussi des distributeurs, des startups qui se spécialisent vraiment sur la partie distribution. D'accord, très bien. Oui, les boutiques, j'ai l'impression comme ça vu de l'extérieur, ça pousse un petit peu, alors à tous les coins de rue peut-être pas, mais en tout cas ça donne l'impression que c'est en train de décoller. Justement, ça fait la transition vers notre point qui sont les applications du chanvre. Bon, pour ça, on peut avoir un schéma, alors que tu peux commenter ou non, mais je vais le projeter. Bon, histoire que les gens voient aussi autre chose que juste nos deux têtes. Voilà, je t'invite à peut-être effectivement nous exposer tout simplement à quoi sert le chanvre. Ok, donc moi j'ai découvert le chanvre à travers une première utilisation qui était la graine de chanvre, comme je l'expliquais, et la protéine de chanvre. Donc ça, c'est vraiment la partie graine et chaîne de vie qu'on voit sur le schéma sur la gauche, qui nous permet effectivement de faire de l'huile, de faire de la protéine, de la farine. On utilise aussi la graine de chanvre décortiquée. Donc ça, c'est une des applications, mais avec ces graines, il y a aussi un débouché vers l'alimentation animale. Donc traditionnellement, d'ailleurs, la graine de chanvre était donnée en alimentation animale, que ce soit au bétail, aux poules, etc. D'ailleurs, je nourris mes poules à base de graines de chanvre, bien entendu. Et elle est aussi traditionnellement utilisée dans la pêche et l'oisellerie. Voilà pour la partie graines. Quelles sont les qualités nutritives en particulier du chanvre, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale? Alors, les qualités du chanvre, c'est de répondre exactement aux enjeux de notre alimentation occidentale. C'est-à-dire qu'on a un excellent ratio oméga-3, oméga-6 qui nous permet de rééquilibrer notre consommation en oméga-3, parce qu'on consomme beaucoup trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et là, on a un rapport de oméga-3, oméga-6 de 1 pour 4. Les nutritionnistes recommandent une alimentation avec un ratio de 1 pour 5 et dans notre alimentation occidentale de tous les jours, on est sur un ratio de 1 pour 20.
Donc très intéressant d'aller chercher ces oméga 3. C'est vrai que ça a été assez marketé ces dernières années, mais il y a un vrai enjeu de santé autour de la consommation des oméga 3. Je commence à parler des minéraux tout à l'heure, donc magnésium, potassium, phosphore, fer, zinc, c'est que des matériaux sur lesquels on a l'allégation riche, donc le chanvre est riche dans ces minéraux-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi ces minéraux, il y en a pas mal sur lesquels on est en carence. Donc, ça permet effectivement de rétablir de la même manière un déséquilibre dans notre alimentation, sachant que les sols en plus sont appauvris. Ça permet d'aller chercher ces minéraux. Il y a aussi bon nombre de vitamines, différentes vitamines du groupe B, mais aussi de la vitamine E antioxydante en grosse quantité. Donc voilà un petit peu les qualités de la graine. D'accord, très bien. Okay. Est-ce que tu veux passer aux applications dans la construction, l'isolation? Oui. Alors du coup, c'est tout ce qu'on utilise effectivement, la partie paille, donc la partie tige. La chaîne vote, qui est l'intérieur de la tige, va nous permettre de faire à la fois de l'isolation pour la construction, mais aussi de faire du béton de chanvre. On va donc pouvoir construire des murs à base de béton de chanvre. On va pouvoir en faire de la litière pour animaux et du paillage horticole. Donc la chaîne vote a de nombreuses applications, des applications assez diverses. Ouais. D'accord. Oui, c'est la fameuse isolant en laine de chanvre, tout comme Exactement. les isolants avec d'autres laines, mais le chanvre est une option. Okay. Tout à fait. D'accord. Quelle autre application industrielle ou économique est-ce que tu aimerais aborder? Traditionnellement, le chanvre a beaucoup été utilisé dans l'industrie papetière. Donc, il faut savoir que quand on remonte un petit peu les années, tous nos journaux, tous nos papiers, tous nos billets de banque étaient imprimés sur du papier issu du chanvre. Et le papier issu du chanvre a des intérêts à la fois économiques, parce qu'à produire, il est moins cher que du papier issu du bois. Et là, tu mentionnais, je crois, enfin, je crois que c'est sur la slide suivante, mais pourquoi est-ce qu'on est passé de l'industrie du chanvre à l'industrie du bois pour la fabrication du papier? Parce qu'il y avait des intérêts économiques à l'époque aux États-Unis, avec des grands magnats financiers qui avaient acheté des très grandes forêts au Canada et qui cherchaient des nouveaux débouchés pour ces forêts. Mais ça faisait concurrence au bois. Ça faisait concurrence au bois, exactement. Et donc tous les journaux, effectivement, aux États-Unis qui étaient imprimés sur du papier issu du chanvre ont été… il y a eu une transition vers effectivement une industrie agroforestière. Et ça pose un certain nombre de problèmes, y compris d'un point de vue écologique, puisque le papier issu du bois doit être blanchi. Il demande beaucoup de process industriels qui utilisent un certain nombre de produits chimiques. Donc, c'est loin d'être une filière propre, alors que le papier issu du chanvre, lui, est tout à fait respectueux de l'environnement. Ça fait concurrence au coton aussi, qui est une autre industrie avec quelques désavantages écologiques. Tout à fait, tout à fait. Historiquement, en France, on s'est toujours habillé avec soit du chanvre, soit du lin. C'est les deux fibres textiles naturelles qu'on a toujours utilisées. Ensuite, on a bien sûr la mondialisation nous a fait découvrir toute l'industrie du coton. Qui a évidemment des qualités pour l'industrie textile, mais qui a des grosses problématiques en termes de consommation d'eau, en termes de consommation de produits chimiques. Donc là aussi, le chanvre représente une belle alternative pour pouvoir se vêtir de manière beaucoup plus responsable de l'environnement. Et de toute façon, de manière générale, en fait, le chanvre a un bilan carbone négatif. C'est-à-dire que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour la construction, que ce soit pour le papier ou le textile, le chanvre a cette particularité de récupérer énormément de CO2. Et même après process, c'est-à-dire entre ce qu'on va utiliser pour le semer, pour le transformer, le chanvre aura quand même accumulé plus de CO2 qu'il en aura fallu effectivement pour obtenir un produit fini.
Puisqu'on y est justement, on a peut-être pas besoin d'aborder l'un après l'autre le chapitre économique et le chapitre écologique, mais puisqu'on aborde un peu ces points en parallèle, donc effectivement le chanvre a un certain nombre d'avantages écologiques, tu viens d'en citer un, il y en a d'autres, donc ça nécessite pas d'irrigation ou peu d'irrigation. Pas ou peu d'irrigation. C'est une plante qui va restructurer les sols. C'est une excellente tête de pivot de culture qui va permettre d'avoir des rendements plus élevés lors des cultures suivantes. Donc, il y a des tests qui ont été faits sur le blé. Et par exemple, sur le blé, on a des rendements de 10%, à minima de 10% supérieurs sur la culture qui suit le chanvre en blé. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est aussi une culture qui favorise énormément la biodiversité. Il y a plusieurs études très sérieuses qui ont été faites par des universités qui montrent notamment que les populations de pollinisateurs ont tendance à augmenter lorsqu'on cultive du chanvre. Il y a des études qui ont été faites notamment sur les abeilles et qui montrent que les populations d'abeilles ont tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que, alors, ce n'est pas une plante mellifère, donc le chanvre n'est pas une plante mellifère. Par contre, le pollen présent dans le chanvre est une ressource de nourriture très importante et qui est disponible encore assez tard dans l'année, jusqu'à octobre, alors que les ressources en nourriture pour les pollinisateurs s'amenuisent sur ces périodes-là. Le chanvre leur permet d'être un vrai réservoir de nourriture à des moments un peu critiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Donc, j'ai parlé effectivement du côté captation CO2, qui est très important. Donc, si on récapitule, il y a le côté pas d'irrigation nécessaire, pas de produits phytosanitaires nécessaires. Oui, donc pesticides, herbicides, insecticides. Engrais, etc. Donc, il y a juste besoin d'un tout petit peu d'azote, mais si le sol est suffisamment azoté, en général, c'est le seul intrant qui peut être nécessaire, et l'azote est disponible aussi d'origine organique. D'origine organique, tout à fait. Donc, ça va restructurer les sols grâce à un réseau racinaire très puissant et très long qui va permettre effectivement d'avoir des rendements supérieurs sur les cultures suivantes. Donc, on dit que le chanvre est une excellente tête de pivot de culture en rotation. D'accord. Réservoir de biodiversité. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ça m'arrive parfois d'en oublier, mais c'est déjà pas mal. On avait parlé de phytorémédiation, de nettoyage des sols, tout à fait. Sols, ouais. Ça peut être utilisé donc, dans des applications très, très particulières, mais ça a été utilisé par exemple à Fukushima, ça a été utilisé plus proche de chez nous dans les boucles de la Seine pour venir effectivement nettoyer les sols. Et ce qu'il faut dire, et c'est peut-être, d'ailleurs, j'oublie peut-être de le mentionner, et c'est peut-être là le plus important, c'est que le chanvre, c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse. Donc, par rapport à nos enjeux de réchauffement climatique, c'est là vraiment que c'est une plante intéressante parce qu'on dit qu'elle n'a pas ou peu besoin d'irrigation, mais de manière générale, c'est une plante résiliente. C'est-à-dire que quand elle n'a pas d'eau, elle se met en pause, elle ne meurt pas, et dès qu'il y a de nouveau un apport en eau, elle va repartir et elle va reverdir. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on parle d'une plante régénérative et résiliente. D'accord. Voilà un petit peu l'aspect important du point de vue agroécologique avec le chanvre. D'ailleurs, c'est ça qui m'a passionné. Quand j'ai découvert le chanvre, j'ai vu qu'à la fois c'était bon pour notre santé, mais qu'en consommant du chanvre, on aidait aussi quelque part, on était dans une consommation tout à fait non seulement respectueuse de l'environnement, mais qui pouvait même aller au-delà, qui pouvait aller jusqu'à avoir un bénéfice pour l'environnement. Ouais. Oui, comme tu le dis, ça n'avait pas percuté jusqu'à maintenant, mais effectivement, ça peut faire partie intégrante de rotation de culture. Voilà. Je pense que tous ces points, on peut et donc, la partager des dernière liens partie, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin sur ces différents avantages. Oui, pardon, Aurélien. La dernière partie, du coup, il y a marqué plante verte. Donc, si je résume les parties qui sont utilisées, on a la graine, donc dans la partie haute. On a la partie, effectivement, tige, donc, sur lequel on va avoir la chaîne vote qui est l'intérieur de la tige, et la fibre de chanvre qui est l'extérieur de la tige, donc sur lequel on va avoir différentes applications. Et il y a la partie feuilles et fleurs de chanvre, donc, qui est présent sur le schéma en bas à gauche, où il marque huile essentielle, parfum, plante verte. Donc là, c'est vraiment la feuille et la fleur, dans lequel on va retrouver des terpènes, des flavonoïdes, des cannabinoïdes, qui vont avoir un certain nombre d'intérêts pour la santé.
D'accord, d'accord, d'accord. Bah, passionnant, non mais vraiment, c'est assez fascinant tout ce à quoi ça sert. J'avais entendu une désignation en anglais du chanvre comme The Mother of All Plants, la mère de toutes les plantes. Bon, peut-être sans non plus Il trop y a, s'enthousiasmer, mais effectivement, on voit à quel point c'est comment dire, c'est structurant. il y a un agriculteur qui fait partie du syndicat qui aime bien utiliser l'expression de cochon vert. C'est-à-dire que dans le chanvre, en fait, rien ne se perd, hein, on peut tout utiliser. Et j'aime bien cette utilisation. D'ailleurs, on n'a pas évoqué les racines, mais il y a pas mal de recherches là, qui sont faites sur les racines. D'accord. Puisque, alors, historiquement, les racines ont déjà été utilisées pour faire des cataplasmes en utilisation dermato, enfin pour la peau. Et donc là, on redécouvre un peu ces utilisations et effectivement, il y a un vrai potentiel pour ce type d'usage des racines, en partie cosmétique, quoi. Super. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour des applications, même si on peut en découvrir potentiellement d'autres, et puis Bah, on il y en pas aurait, couvert, mais plein d'autres, hein, il y en oui. aurait plein d'autres, mais c'est vrai que là, aux États-Unis, il y a une grosse explosion du plastique Ah oui. à base de chanvre. Donc, alors en France, ce qu'on fait, c'est pas réellement du plastique à base de chanvre, mais ça remplace la fibre de verre dans les pare-chocs, dans les ossatures de tableaux de bord, dans les contreportes des portières de nos automobiles. Donc, il y a pas mal de véhicules du groupe PSA et Renault qui utilisent déjà, donc vous avez peut-être du chanvre sans le savoir dans votre véhicule. Et là, effectivement, ça remplace la fibre de verre, ça a beaucoup d'intérêt en termes de poids, mais aussi en termes d'absorption des chocs, c'est ce dont ils se sont aperçus. Donc voilà, il y a la partie bioplastique, il y a la partie biocarburant. Il faut savoir que les premiers moteurs diesel fonctionnaient aux huiles lourdes et notamment avec de l'huile de chanvre issue de la graine. Les lampes à huile qu'on utilisait fonctionnaient à l'huile de chanvre chez nous. Donc on l'a longtemps utilisé aussi comme combustible. Et là, il y a pas mal de recherches qui sont faites. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Keros, qui est située à côté du Mans, qui fabrique de l'hydrogène à partir de chanvre, puisque en fait, le chanvre a la particularité d'avoir un taux le terme m'échappe, viens à mon secours, Cyrus. Ah, Pour faire des carburants de deuxième génération, on a besoin de plantes avec une teneur assez élevée en… ça me vient pas non plus. Je vois de quoi tu parles, On mais retrouvera ça plus tard, c'est pas très grave. ouais. Mais effectivement, du coup, cette forte teneur dans, dans cette molécule qui ne me revient pas à l'esprit fait que c'est très intéressant pour des carburants de deuxième génération ou pour produire de l'hydrogène, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Lignocellulose? Non. Voilà, c'est de la cellulose, Ouais, exactement. ouais, non, j'ai googlé, hein, j'ai pas, Exactement. je n'ai aucun mérite. Et on a un taux de cellulose de 75%. Et les recherches qui ont été faites sur les plantes à haut potentiel pour faire des carburants de deuxième génération ne dépassent pas les 50% de cellulose. D'accord. Donc, il y a un vrai potentiel pour faire des carburants de deuxième génération en transformant la cellulose du coup en sucre pour pouvoir obtenir derrière de l'alcool et fabriquer des produits qui peuvent remplacer l'essence. D'accord. Voilà. Passionnant. Non, Donc, en gros, avec le chanvre, on peut se vêtir, on peut habiter, ouais. on peut manger, on peut se soigner et on peut même effectivement avoir un Isolé, apport en énergie. pas, Isolé, on peut cultiver avec le paillage. Voilà, moi, j'utilise du chanvre, du paillis de chanvre pour faire mes cultures. J'utilise de la litière de chanvre pour les poules. Voilà, il n'y a pas grand-chose en fait qu'on ne peut pas faire avec du chanvre. Le chanvre, du coup, vous l'avez compris, peut remplacer tout à fait le bois. Là, aux États-Unis, ils ont sorti maintenant du parquet à base de chanvre. En fait, tout ce qu'on peut faire avec du bois, on peut le faire avec du chanvre. Tout ce qu'on peut faire avec des produits issus du pétrole, de la pétrochimie, on peut le faire avec du chanvre. Donc, toute la partie plastique, mais toute la partie, effectivement, carburant, c'est possible aussi. Voilà, en gros, on a une palette d'utilisation tellement vaste qu'on se demande pourquoi, on va peut-être y venir, pourquoi c'est pas plus utilisé de nos jours.
Oui, non, on va y venir tout de suite sur le développement de la filière en France. D'ailleurs, pour faire cette transition, on va dire l'idée de souveraineté économique, industrielle revient à la mode. L'idée, alors voilà, sans parler d'autosuffisance, mais que certains des besoins de base soient produits en France même, sans évidemment se couper du monde, mais on peut aussi raisonnablement arguer qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin dans notre perte de souveraineté. Donc beaucoup de choses qu'on évoque ici sur les matériaux, sur les textiles, sur la plasturgie et sur la structuration et la qualité des sols agricoles, ce sont aussi des enjeux de souveraineté, puisque beaucoup de ces besoins, que ce soit pour la fertilité de nos sols, pour nos matériaux, pour nos textiles, c'est en grande partie importé. Quelques chiffres. Je pense que tu vois ce slide-là, mais pour ceux qui vont nous écouter qu'en podcast, ça vaut le coup de le commenter un petit peu. Donc, ce que ça dit, c'est aujourd'hui, la filière chanvre en France est constituée de 1414 producteurs, 140 salariés, donc c'est une petite industrie. Ça représente de l'ordre de 16 000 hectares. Alors, quelque part, c'est en croissance, puisque c'était seulement 700 hectares dans les années 60, mais c'est rien par rapport au 19e siècle, où les surfaces de chanvre occupaient 176 000 hectares en 1830. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la surface agricole en France, c'est 28 millions d'hectares. Donc là, on est en train de dire, au 19e siècle, avec 176 000 hectares, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est même pas 1% de 28 millions. Alors certes, les niveaux de consommation en France étaient beaucoup plus bas au 19e siècle, mais avec cette surface-là, on couvrait quand même une grande partie de nos besoins dans tout un tas de trucs qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc non, c'est pour aussi anticiper une question. Alors rien n'est simple, j'imagine. On va faire des règles de 3 maintenant, ou alors que tu peux peut-être nous en dire un mot. Mais tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour le passer à grande échelle, subvenir à une plus grande partie de nos besoins en matériaux, en textiles, etc., par le chanvre. Est-ce que ça occuperait pas trop de surface en France? Alors moi dans la vision que j'ai, c'est plutôt venir remplacer un certain nombre de cultures qui sont trop demandeuses d'eau, notamment le maïs, puisqu'on peut faire avec le chanvre ce qu'on fait avec le maïs, notamment en partie alimentation animale, puisque l'essentiel du maïs, par exemple, qui est produit en France aujourd'hui, et le principal débouché, ça reste le maïs à destination de l'animal. Donc voilà, c'est plutôt venir substituer un certain nombre de cultures qui ne sont plus adaptées ou peu adaptées au changement climatique, avec cette culture qui est beaucoup plus vertueuse et qui, comme on l'a vu, a tellement de débouchés que finalement, il n'y aurait pas de problématique à venir se substituer à un certain nombre de cultures. Le côté très protéiné de la graine peut amener des débouchés à la fois sur l'alimentation animale, parce que c'est quand même la demande, la condition sine qua non, hein, pour avoir des débouchés en alimentation animale, c'est d'avoir une forte teneur en protéines. Mais ça peut aussi, au niveau de l'alimentation humaine, venir se substituer à un certain nombre de la consommation de viande, puisqu'il y a un apport en protéines. Et non seulement il y a un apport en protéines, mais en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que la protéine de chanvre comporte tous les acides aminés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carence, et hormis le soja dans le règne végétal, alors le soja a d'autres problématiques, hein, c'est pas si simple que ça, mais hormis le soja, il n'y a pas d'autres plantes qui comportent tous les acides aminés. Donc souvent, les végétariens, les véganes sont confrontés au fait de se dire, bah, il va falloir que je complète telle plante par telle autre pour être sûr d'avoir tous les acides aminés dans mon approche nutritionnelle. Donc voilà, là, on est sûr, en consommant du chanvre, qu'on n'aura pas de carence de ce point de vue-là. Donc c'est aussi très intéressant. Très, très intéressant. Et donc, on avait quasiment 180 000 hectares de chanvre cultivés en France au cours du 19e siècle. Et puis, patatras, à un moment, on retombe assez rapidement, je pense, à seulement 700 hectares dans les années 60. Que s'est-il passé? On l'imagine bien aussi, ça fait concurrence à un certain nombre d'industries puissantes. Donc, la production s'est effondrée.
Ouais, tout à fait. Alors, pour rappel, effectivement, le chanvre, c'était vraiment une culture à la fois à grande échelle, mais c'était aussi la culture que chaque paysan cultivait, y compris pour lui, puisque dans chaque maison de campagne, vous trouviez un métier à tisser le chanvre. Donc, on était vraiment dans un usage domestique, hein, aussi du chanvre, et on réalisait les draps, les vêtements sur place, hein. Il n'y avait pas forcément à l'époque de très grande industrie textile. Et le chant faisait vraiment partie du quotidien, des gens. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a pas mal de choses, qui vont, venir contrarier un peu le chanvre. Il y a à la fois effectivement cette concurrence de l'industrie forestière, donc la qui va venir vraiment empiéter et c'était parmi les gros débouchés, il y avait la fabrication du papier. Donc l'industrie forestière vient substituer à la culture du chanvre pour la fabrication du papier avec la pression effectivement de certains lobbies. Il y a la culture du coton qui vient concurrencer celle du chanvre pour le textile, mais il y a aussi l'apparition de la fibre nylon qui a été inventée par Dupont de Nemours. Donc, pour trouver aussi un certain nombre de débouchés comment dire, à des coproduits du pétrole, des combustibles pétroliers. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai en tête qu'il y a eu des campagnes de diabolisation. Tout à fait, tout Voilà, à fait. vas-y, Le vas-y. chanvre, en fait, alors ces campagnes de diabolisation, elles sont organisées dans deux objectifs, à la fois venir stigmatiser un certain nombre de populations, puisqu'en fait, les populations qui consommaient du chanvre dit indien, donc du chanvre qui contient du THC, aux États-Unis, bah, c'était plutôt les populations noires et hispano, donc c'était une manière un peu de venir les stigmatiser. Et en faisant l'amalgame avec le chanvre industriel, qui pourtant a toujours été promu, hein, que ça soit ici ou aux États-Unis, George Washington, effectivement, consommait, plantait, était un cultivateur de chanvre et a fait la promotion, hein, de la culture du chanvre aux États-Unis, comme Charlemagne considérait que le chanvre était une culture stratégique en France et a vraiment promu sa culture. Donc ils ont en fait, alors il y a pas réellement eu de complot, hein, il y a simplement des intérêts économiques convergents entre des grands magnats de l'industrie américaine, que ce soit Dupont de Nemours ou d'autres donc Dupont de Nemours plutôt pour la partie textile, mais d'autres effectivement pour la partie, comme j'expliquais, industrie forestière. Donc, tout ça a amené effectivement les États-Unis à essayer de freiner la culture du chanvre. Donc, la première chose qui a été mise en place à la fin des années 30, c'est une très forte taxation pardon, de la culture de chanvre, ce qui fait que ça a vraiment découragé les agriculteurs d'en planter. Finalement, la Deuxième Guerre mondiale arrive et là, on a de nouveau besoin du chanvre. Donc, si vous voulez regarder, il y a un petit film qui s'appelle Hemp for Victory, donc le chanvre pour la victoire, qui était passé dans tous les cinémas de villages aux États-Unis, pour de nouveau encourager les agriculteurs à planter du chanvre parce qu'on en avait besoin dans le cadre de l'effort de guerre, parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a fait les cordages. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des cordages, hein, mais voilà, On aurait on pu pourrait y disserter passer la encore plus journée. longtemps. Voilà, on pourrait énumérer encore longtemps les choses qu'on peut faire à base de chanvre. Les voiles des bateaux, les cordages, effectivement, ont été faits en chanvre. Et donc, bah, voilà, Deuxième Guerre mondiale, on incite énormément les agriculteurs parce qu'on en a besoin effectivement pour la marine, on en a besoin pour faire les parachutes, on en a besoin pour faire beaucoup de choses en fait dans cet effort de guerre. Mais passé la Seconde Guerre mondiale, de nouveau, en fait, cette volonté comment dire, de nuire à la culture du chanvre revient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des très beaux projets qui n'ont jamais vu le jour. En 1941, Henry Ford construit la Hemp Bodycar, donc la voiture à corps de chanvre, qui était faite notamment en fibre de chanvre. Déjà à l'époque, hein, on parle de ça il y a déjà 80 ans. Hein, donc 80 ans, ouais, c'est ça. Et elle fonctionnait aussi à l'huile de chanvre. Donc voilà, il avait trouvé un moyen de baisser le poids
de la voiture. Et pour lui, il était un peu visionnaire. Alors, il n'avait pas que des qualités, Henry Ford, loin de là, mais pour lui, il y avait un vrai enjeu à essayer de travailler avec le végétal dans l'industrie automobile. Mmh. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder effectivement tout ce qui a pu être écrit sur la Hemp Body Car d'Henry Ford. Oui, Euh, l'histoire du chanvre est pleine de rebondissements. Là, si on regarde sur ce graphique, c'est encore le cas. Ça fluctue sans tendance vraiment nette. Alors, pour ceux qui sont en podcast, je le décris un petit peu, mais globalement, là, on voit les surfaces en hectares, les surfaces de culture de chanvre en Europe depuis les années 90. Donc, ça fluctue entre 7 000 et 20 000 hectares sans tendance claire des années 90 jusqu'au début des années 2010, enfin, on va dire jusqu'à 2011. Ça fluctue, donc ça monte jusqu'à 20 000, puis ça redescend à 15 000, puis ça remonte à 20 000, puis ça redescend jusqu'à quasiment 10 000. Bon, bref. La France, tout au long de cette période, occupe une bonne partie des surfaces en Europe, à certaines années 50%, et puis vers 2009, on dirait que c'est quasiment de l'ordre de 80-90%. Bon, bref. Et puis là, depuis 2012, alors que la France on va dire, stagne ou augmente gentiment, un peu partout en Europe, ça explose. Donc en France, on est à 16 000 hectares. Alors, je ne sais pas les chiffres tout à fait à jour, mais en 2017, c'était ça. Le reste de l'Europe est passé de quasi rien à plus de 20 000 hectares. Donc la France est passée de quasiment 80-90% des surfaces cultivées à 40%. Donc toute l'Europe s'y met depuis assez peu de temps. La France occupe encore une place, la première place. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, Aurélien, derrière ces chiffres? Alors, comme on va parler de la France, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit cocorico, hein, je suis désolé. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Pour revenir aux années 60, il y a la Convention nationale sur les drogues, donc la Convention unique pardon, sur les drogues donc, de l'ONU, qui déclare illégale en fait, toute culture de chanvre, donc toujours dans cette perspective, hein, clairement, de favoriser les fibres issues de la pétrochimie, etc. La France, elle, bon, voilà, c'est le temps du général de Gaulle. Voilà, on dit non, non, mais nous, on va continuer à produire du chanvre. Par contre, on donne un certain nombre de garanties sur les teneurs en THC. Donc, on travaille avec l'INRA sur les variétés qui sont déjà des variétés non psychotropes, hein, mais voilà, pour donner un certain nombre de garanties en retour, on va faire de la sélection variétale pour vraiment abaisser les taux de THC dans les variétés. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, à part la France et la Chine, à partir des années 60, il n'y a quasiment plus aucun pays qui produit du chanvre. Alors qu'il y avait des pays, par exemple, comme le Japon, enfin, comme énormément de pays à travers le monde, qui avaient une relation très particulière avec la plante et qui, et sur la, et l'industrie, une grosse partie de l'industrie était basée sur la valorisation du chanvre. Donc, cette avance, la France le doit effectivement à cette décision dans les années 60 de faire de la sélection variétale et de faire perdurer cette culture. D'accord. Euh, C'est bon à savoir. et, et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que les débouchés, on va dire, traditionnels de la filière française, c'est la construction, c'est l'oisellerie et la pêche pour la graine. Donc, on s'est vraiment concentré sur la partie fibre, enfin sur la partie paille, si vous voulez, la tige, et sur la partie graine, mais à destination de l'alimentation animale. Et ça a perduré depuis quasiment toujours, hein, depuis les années 60. Euh, Nous, si on fait une petite analyse de cette filière très rapide, les problématiques de cette filière pour la construction, quelles sont-elles? Eh ben, il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même énormes sur l'industrie du bâtiment. Il y a des très, très gros acteurs, il y a des acteurs majeurs qui ne voient pas forcément d'un bon œil le fait qu'on utilise des matériaux biosourcés de manière générale, bois, chanvre, etc. D'ailleurs, Interchanvre, donc l'interprofession du chanvre, essaye de faire passer depuis des années, de faire passer dans la loi une obligation pour que ce soit en rénovation énergétique
ou en construction neuve, l'obligation d'utiliser un certain nombre de matériaux biosourcés. Sauf que face à elle, elle a des géants du bâtiment qui n'ont pas envie de perdre des parts de marché, et ça serait pour eux effectivement préjudiciable que le gouvernement oblige les constructeurs à utiliser des matériaux biosourcés. Donc, il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même vachement élevées, qui sont très élevées, et des produits qui, jusqu'à présent, ne parlaient pas au grand public, parce que on va dire que la filière, elle s'est vraiment constituée sur du B2B, donc du professionnel à professionnel. Il y a assez peu de choses il n'y a pas de produits de grande consommation. Or, on sait que pour que le public, le grand public ait un intérêt pour ces produits-là, il faut aussi qu'ils leur parlent, il faut aussi qu'ils soient présents dans les magasins, il faut aussi qu'ils soient présents dans leur quotidien de manière générale. Donc là où, par exemple, dans les pays de l'Est, dès les années 2000, quand ils commencent à faire émerger de nouveau cette filière chanvre, eux se concentrent sur la graine à destination de l'alimentation humaine et sur la valorisation des feuilles et des fleurs de chanvre pour la partie CBD dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est deux produits qui vont parler aux gens, qui sont à beaucoup plus forte valeur ajoutée, parce qu'on ne peut pas comparer la tonne de graines qu'on va vendre à destination de la consommation animale, de l'alimentation animale, et la tonne de graines qu'on va valoriser à destination de l'alimentation humaine, et qui plus est en agriculture biologique, puisque là, on passe de 300 € à la tonne à 1 500, 2 000 € à la tonne, voilà, pour faire un petit peu le delta. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, si je prends un peu d'ailleurs cet exemple, comment dire, la consommation de graines à destination de l'alimentation humaine peut donner via des coproduits, parce qu'il faut savoir que quand on a des graines à destination de l'alimentation humaine, il va y avoir des graines déclassées, parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles ne sont pas de la bonne couleur, parce qu'elles ne sont pas assez matures. Et ces graines-là, elles peuvent aller à destination de l'alimentation animale. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le premier débouché. On trouve des débouchés parce qu'il y a un coproduit, il y a des graines qui n'ont pas la qualité nécessaire à aller en alimentation humaine. Donc, c'est en ça que, pour moi, les filières, entre guillemets, grand public, de grande consommation, elles vont pouvoir donner derrière des débouchés, elles vont pouvoir tirer l'ensemble de la filière. Et puis, de toute façon, pour l'agriculteur, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier et d'un point de vue rentabilité. Il faut savoir que sur le modèle de la filière actuelle en France, c'est moins intéressant de cultiver du chanvre pour l'agriculteur que de cultiver du blé ou du maïs. On est à un revenu à 500 € à l'hectare. Sur du blé ou du maïs, on est à 700 et 900 €. Donc, là où les agriculteurs y trouvent un intérêt, c'est effectivement le fait que ça va augmenter ça va régénérer leur sol, restructurer leur sol, et ça va augmenter les cultures suivantes sur les mêmes parcelles. Mais au-delà de ça, d'un point de vue financier pur, il n'y a pas un grand intérêt pour eux à le faire. Et l'autre problématique qui se pose, c'est que la filière, elle est organisée autour de 6 chanvrières, en gros autour de 6 usines qui vont transformer la fibre, puisqu'en fait, toute la filière a été organisée autour de la valorisation de la fibre. Pour le bâtiment, un petit peu la plasturgie, comme je l'expliquais pour l'automobile, via Forestia. Mais ça implique un lien de dépendance aussi entre l'agriculteur et ses usines, puisqu'en fait, pour que ça soit, vu que la rentabilité, enfin la valeur ajoutée de la paille n'est pas énorme, on ne peut pas se permettre d'avoir des coûts de transport. Donc, il faut que l'agriculteur puisse amener directement cette paille à l'usine. Donc, il ne faut pas que ça soit au-delà d'un périmètre de 50 ou 80 km, je ne sais plus exactement ce qui a été défini par l'interprofession, mais on peut pas, il faut que l'agriculteur, grosso modo, puisse l'amener lui-même. On ne peut pas missionner un transporteur, sinon il n'y a plus aucune marge. Le coût de transport va beaucoup trop peser par rapport à ce qui est transporté. On comprend bien qu'avec 6 sites qui peuvent s'approvisionner à 50 km à la ronde, oui, effectivement, ça voilà, pas beaucoup de terrain en France. Donc, le setup industriel déjà est un frein au décollage de cette filière, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, ma vision, c'est qu'effectivement, on a la possibilité, en valorisant plutôt la partie haute, donc la graine,
la feuille, la fleur, d'aller chercher beaucoup plus de valeur pour l'agriculteur, puisque là, on peut arriver à des niveaux de rentabilité pour l'agriculteur qui vont être plus aux alentours des 1 500 € l'hectare, donc le triple de ce qui est proposé dans l'autre modèle. Et ça, à mon sens, ça peut tirer l'ensemble de la filière. Et puis, il y a des projets, il y a des agriculteurs qui ont aussi, qui veulent continuer à être indépendants. De toute façon, il n'y a pas de chambrier à côté de chez eux, qui ont commencé à travailler sur des modèles de défibreuses mobiles. Donc, on peut transporter dans les champs, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à construire autour aussi d'une certaine autonomie de l'agriculteur dans sa capacité à produire du chanvre et à le valoriser lui-même. À travailler en circuit court. Et ça, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et il y a un véritable engouement. Nous, au syndicat, on reçoit actuellement 4 appels d'agriculteurs par jour qui sont intéressés pour se diversifier, parce que c'est des néo-agriculteurs, mais on a des appels du monde agricole, mais avec des profils très diversifiés. On a des viticulteurs, on a des gens qui font de la céréale, on a des gens qui sont maraîchers, on a des gens qui sont en PAM, donc on plante la filière plante à parfum aromatique et médicinale. Donc voilà, et tous trouvent dans le chanvre un intérêt. Donc c'est une plante qui peut rassembler aussi. Pour se le représenter, quand un agriculteur se lance là-dedans, au début, il va commencer à cultiver quelle surface en ordre de grandeur? Et une grande exploitation de chanvre, c'est combien d'hectares? Je ne sais pas si ça se mesure en… Oui, En fait, en hectares. Ça va beaucoup dépendre de l'itinéraire cultural qui est choisi. Donc, ça va beaucoup dépendre du débouché. Est-ce que justement, c'est pour faire de la fibre? Ou alors là, il va falloir des surfaces quand même cultivées relativement, très importantes, concrètement. Est-ce que c'est pour la graine? Est-ce que c'est pour la feuille, la fleur? Par exemple, pour la feuille, la fleur, un agriculteur avec 1 hectare, il va déjà avoir une production relativement comment dire, suffisante d'un point de vue rentabilité, mais qui va lui demander aussi un certain nombre de temps de travail. Il faut comprendre qu'1 hectare pour valoriser de la fleur, c'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup. Voilà, ce n'est pas du tout le même itinéraire cultural que pour faire du chanvre industriel à valorisation fibre, ou c'est de la grande culture, où là, on peut faire 50 hectares et ne pas s'en occuper quasiment. Enfin, pour le cas du chanvre, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas de désherbage non plus. C'est vrai qu'on disait qu'il n'y a pas besoin de produits phytosanitaires, mais il n'y a pas non plus besoin d'ailleurs de désherber. Le chanvre est une mauvaise herbe et elle étouffe, si elle est semée à la bonne période, elle étouffe d'ailleurs les autres adventices. Donc, oui, pardon, Aurélien, ça a un petit peu coupé, tu peux poursuivre, c'est bon maintenant. OK, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, on parlait des différents itinéraires culturaux et j'expliquais que les surfaces cultivées, elles pouvaient être très différentes suivant l'itinéraire cultural choisi. Ça pouvait aller de 1 hectare à 50 hectares ou même de 200 mètres carrés, imaginons, à 50 hectares, mais que ça dépendait des débouchés. Est-ce que c'est de la grande culture pour faire du chanvre industriel et valoriser la fibre? Ou est-ce que c'est plutôt une culture pour valoriser la fleur ou bien la graine? Donc tout ça est vraiment assez complexe dans son approche, puisque ça va dépendre des débouchés choisis et de l'itinéraire culturel choisi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le reste de l'Europe qui fait que, bon, certes, ils partent d'un petit peu rien, mais ils nous rattrapent assez vite, notamment dans les pays de l'Est? Alors, on a un petit peu parlé un peu de sensibilisation des consommateurs, mais voilà, qu'est-ce qui fait que le reste de l'Europe s'y met? Effectivement, le reste de l'Europe qui produisait plus du tout de chanvre avant les années 2000 s'y est remis et ils s'y sont remis, comme je l'expliquais, sur la partie graines et puis la partie feuilles et fleurs de chanvre. Et en l'occurrence, c'est vraiment la partie feuilles, fleurs et extraction pour obtenir du CBD qui a vraiment tiré la filière dans les pays de l'Est. Et comme la demande est extrêmement croissante de par le monde sur ce produit-là, puisque d'ailleurs le produit, entre guillemets, répond aux problématiques qui sont vraiment prégnantes en ce moment et qui sont accentuées avec le Covid, autour du stress, du sommeil, et que du coup, et comme c'est en plus de ça une solution naturelle et que les gens aspirent à améliorer leur santé via des solutions naturelles, voilà, on réunit, on coche vraiment toutes les cases de la demande des consommateurs de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment cette filière CBD qui a vraiment tiré la culture du chanvre dans les pays de l'Est. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres verrous
au décollage de la filière en France dont on pourrait parler? Bon, des verrous techniques, bon, si je comprends bien, il n'y en a pas. Après tout, au 19e siècle, on avait 180 000 hectares, donc on peut voir venir. Enfin, il n'y a pas à attendre de technologie miracle pour redévelopper la filière, donc il n'y a pas de verrous techniques. Tu as pas mal parlé de verrous économiques et industriels, notamment au niveau des agriculteurs. Est-ce que tu vois soit d'autres verrous d'ordre économique ou alors des verrous réglementaires éventuellement? On a, on a, on a un verrou réglementaire, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, c'était la raison de la création du syndicat à l'origine, c'est que les agriculteurs en France ne peuvent pas valoriser la feuille et la fleur de chanvre. Et que comme ça fait partie des produits, des parties de la plante à forte valeur ajoutée, c'est quand même, ça crée une distorsion concurrentielle entre nous et d'autres pays, notamment les pays d'Europe de l'Est, mais aussi les États-Unis qui ont une filière en très, très grosse expansion, puisque c'est pareil, les États-Unis ont eu le gros boom du CBD. D'ailleurs, bon, c'est un peu comme d'habitude aux États-Unis, hein, tout le monde a vu le filon CBD, tout le monde s'est précipité, et puis ils ont même surproduit par rapport à la demande des consommateurs. Mais voilà, les États-Unis, ils ont toujours un peu les qualités de leurs défauts et les défauts de leurs qualités, c'est-à-dire qu'ils ont aussi cette capacité de résilience. Ils font beaucoup d'erreurs, mais d'un point de vue business, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et donc, après avoir s'être lancé à 100% sur le CBD, ils se sont dit, il y a quand même des coproduits, il y a de la tige, il y a éventuellement de la graine, etc. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec ces coproduits-là qu'on ne valorisait pas, parce que du coup, les cours du CBD ont quand même vachement chuté. Et c'est comme ça qu'on a vu plein de startups se lancer sur la valorisation de ces coproduits-là, qui n'étaient pas valorisés à l'origine. Donc, nous, en France, on n'a pas forcément cette même capacité, entre guillemets, à être aussi résilient et aussi agile d'un point de vue business. Donc, à mon sens, il faut quand même prévoir un encadrement de la filière un petit peu plus précis, et puis avoir un petit peu plus de data pour comprendre qui fait quoi, quelles sont les surfaces cultivées, quels vont être les débouchés, quelles vont être les quantités produites et pour quels débouchés. Mais pour autant, il faut qu'on arrive à déverrouiller la partie agricole, donc déjà autoriser la valorisation de la feuille et de la fleur, et surtout ne pas avoir des verrous pour le monde agricole qui soient trop importants. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que par exemple, il n'y a pas de contraintes très fortes sur les variétés autorisées. Ce qui prédomine aux États-Unis, c'est une variété est conforme à la M-Farm Bill qui a été votée en 2018 à partir du moment où elle ne dépasse pas les 0,3% de THC. En France, c'est plus compliqué. Il y a des variétés qui sont inscrites dans un catalogue. Donc, pour inscrire la variété dans un catalogue, le processus est assez complexe et long. Donc, la capacité à faire de la création variétale est beaucoup plus difficile. Donc, de ce point de vue-là, il faut qu'on puisse accélérer. Il faut qu'on puisse effectivement aller chercher déjà le 0,3 à la place du 0,2. Il faut savoir que le 0,3 prédominait, 0,3% de THC prédominait en Europe jusque dans les années 2000. Je ne vois pas pourquoi on n'y reviendrait pas, parce que les États-Unis sont à 0,3, l'Australie est à 0,3. L'Europe elle-même ça a été voté au Parlement dans la réforme PAC qui va être votée l'année prochaine, enfin qui a déjà été votée par les parlementaires, pardon, mais qui va être mise en place l'année prochaine. Le vote sur la rehausse du taux de 0,2 à 0,3 doit maintenant être voté par les États membres. Ça ouvrirait la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de génétique et des génétiques beaucoup plus intéressantes, que ce soit pour un rendement graine, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs en France ont accès à des génétiques relativement peu intéressantes pour le rendement graine, où on est entre 500 kg et 1 tonne 2 à l'hectare. On a des variétés comme la Finola, par exemple, qui nous vient de Finlande, où les agriculteurs font à minima 1 tonne 7, voire 2 tonnes 2, entre 1 tonne 7 et 2 tonnes 2 à l'hectare. Donc, c'est vrai que les génétiques françaises ont des qualités, elles ont des qualités puisqu'elles sont très faibles en THC, donc ça c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit le seul curseur, et elles ont aussi des très bons rendements en fibres. Mais voilà, pour faire de la graine ou pour faire de la feuille et la fleur, elles n'ont pas forcément les qualités attendues. Donc, il faut qu'on débloque aussi cette capacité d'un point de vue variétal à aller chercher d'autres qualités pour avoir des rendements en cannabinoïdes et donc en CBD importants. Pour l'instant, les variétés auxquelles on a accès ont très peu de principes actifs dans la plante. Aux États-Unis, en quelques années, ils ont réussi à avoir des génétiques
à moins de 0,3% de THC et qui monte jusqu'à 15% de CBD. D'accord, En France, on est bloqué aux alentours des 4-5% d'accord. de CBD. Donc, d'un point de vue rentabilité, parce qu'il y a les process d'extraction qui sont relativement onéreux et sur lesquels le ROI va vraiment, donc le retour sur investissement, vraiment dépendre du taux de principe actif présent dans la plante. C'est un peu technique, hein, tu m'arrêtes si ce n'est pas intéressant. Non, non, vas-y, Mais, vas-y. mais voilà, pour avoir une filière compétitive, il faut qu'on puisse avoir des bons rendements en graines, il faut qu'on puisse avoir des bons rendements en principe actif dans les plantes. Et c'est ça qui nous permettra d'être compétitifs par rapport à d'autres filières, qu'elles soient américaines ou autres. Oui, c'est ça. Donc, ah oui, alors j'avais pas en tête qu'il y avait autant de finesse réglementaire, autant de détails qui, si on déplace un tout petit peu le curseur sur ce qui est autorisé, pas autorisé, ça déverrouille en fait pas mal de freins économiques qui pèsent encore sur la filière. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a encore beaucoup je sais pas si c'est le bon terme, mais de lobbying à faire, ou du moins euh, de, de militantisme, du moins, pour revoir la En fait, réglementation. les députés de la mission d'information parlementaire qui ont rendu leur rapport il y a quelques mois ont bien cerné tous ces enjeux. Ils ont même été au-delà de certaines de nos recommandations, notamment sur les taux de THC, et ils préconisent de monter jusqu'à 0,6. Il faut savoir qu'en Suisse, ils sont à 1%. Et il n'y a aucune problématique sanitaire avec du CBD à 1%. Il faut être très clair. Avec du THC, pardon, à 1%. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, comme on est sur des profils à forte teneur en CBD et que ça inhibe les effets secondaires du THC, on ne sera jamais stone avec des plantes qui contiennent 1% de THC. Mhm. Donc, les députés ont fait ce travail-là. Maintenant, on espère que les autorités vont suivre un certain nombre des recommandations du rapport de la mission d'information parlementaire, parce qu'à notre sens, ce rapport est tout à fait a bien répondu aux différents enjeux. Mais comme tu le disais, dans le monde agricole, les choses sont toujours complexes. Il y a une vraie complexité qu'on a parfois du mal à appréhender. Mais la différence va se faire sur des critères parfois qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont Non, ça change pouvoir tout. tout changer et voir l'émergence d'une belle filière ou au contraire enterrer la filière qui n'est même pas née aujourd'hui. Non, c'est très clair. Est-ce que, bon, on arrive vers la fin de cet échange qui était passionnant, hein. Mon seul regret, c'est d'avoir dû couper Ragasonic, mais effectivement, tu as eu raison puisque c'était totalement hors sujet. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais soulever sur ce qu'il faudrait faire pour Bah, accélérer le décollage de la filière chambre? Moi, Pardon, ce qui me passionne mon dans le fils champ, fait du c'est que c'est… bruit, on est en confinement et je dois garder les enfants. Je Je t'en prie. connais, je connais. Euh, Moi, ce qui me passionne dans le champ, c'est que pour moi, ça peut être une vraie solution et une vraie réponse à tous les enjeux climatiques, de perte enfin, tous les enjeux environnementaux qu'on connaît actuellement, et qui est en plus une solution pour le monde agricole, puisque c'est une plante vertueuse et qui répond aux enjeux de pratiques agroécologiques. Donc, en fait, on coche vraiment toutes les cases, à la fois pour les enjeux de santé humaine, d'alimentation, de comment mieux se vêtir, de comment mieux habiter. Et en plus, on a une plante qui est vertueuse d'un point de vue agronomique. On a une plante qui pousse en local, sur laquelle on peut imaginer tout un tas de circuits courts. On peut imaginer regagner en souveraineté, parce que pour moi, l'enjeu, c'est quand même énormément celui-là. Est-ce qu'on a envie de toujours dépendre des importations de coton, enfin des importations d'ailleurs de textiles totalement confectionnés à l'étranger, parce que des filatures qui travaillent le coton en France, il n'y en a plus non plus. Donc, ça nous donne l'opportunité, le champ nous donne cette opportunité de reconstruire à la fois un renouveau qui est un renouveau du point de vue agricole, mais qui est un renouveau du point de vue industriel et gagner énormément en souveraineté. Et je parlais des agrocarburants, parce que ça peut devenir un agrocarburant, mais là aussi, on a un véritable enjeu. Est-ce qu'on a envie de toujours dépendre des importations de pétrole de l'étranger qui nous obligent dans un certain nombre de choix géostratégiques et qui nous mettent effectivement un peu pieds et mains liés avec un certain nombre de pays dont on n'a pas forcément envie parfois de devoir subir la pression ou d'avoir un certain nombre d'actions à mener pour leur plaire, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté.
pour notre pays actuellement et que le chanvre peut être une des solutions pour répondre à ces enjeux-là. Oui, non, absolument. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était transformant, à la fois d'un point de vue économique et écologique. On invite nos auditeurs à approfondir après tous les points qu'on a évoqués. C'est passionnant, c'est une histoire très, très riche. Merci beaucoup Aurélien pour cet exposé Et d'ailleurs, petit passionnant. point anecdotique, pour montrer à quel point le chanvre, c'est pas la fumette. En tout cas, c'est pas que ça. Ça serait vraiment voir le chanvre et par le petit, Le le petit bout de la petit lorgnette. Ouais. bout de la lorgnette. C'est qu'on a fait des propositions au ministère du coup, des armées via comment dire, ils ont un bureau spécial pour tout ce qui est ravitaillement en carburant, etc., pour leur démontrer que le chanvre, il y a quelque chose à faire avec le chanvre pour gagner justement en souveraineté et en cas de conflit, pouvoir fabriquer facilement du carburant pour nos avions, pour nos véhicules blindés, etc. etc. Donc, on est sur des enjeux qui ne sont vraiment pas les enjeux du cannabis récréatif. On est vraiment sur une autre dimension, quoi. Effectivement, l'armée ne me paraît pas être une institution qui consomme particulièrement du cannabis récréatif. Non, mais bravo en tout cas Aurélien pour ton activité. Puis c'est de belles perspectives et un combat où je pense ça m'est arrivé de signer des pétitions effectivement pour lever les verrous réglementaires On qui t'en pèsent remercie. encore sur le chanvre. J'ai partagé aussi sur mon post. Un de nos amis Alexandre Boisson aussi assez actif Tout à pour fait. sensibiliser sur ces sujets-là. Enfin, Tout à fait. voilà, on te soutient là-dedans. Eh bien, merci beaucoup. On va diffuser. Merci du soutien. N'hésite pas aussi à répondre aux commentaires qui pourraient survenir, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn si Bien tu as sûr. le temps. Et puis, bonne suite et à bientôt. Merci beaucoup, Cyrus. J'espère avoir donné envie aux auditeurs de se renseigner à fond sur cette question, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.